il faudrait, je crois, maintenant vivre un peu dans une caverne pour ne pas s'être rendu compte que 2022 est une année un peu spéciale pour les égyptologues, puisque nous fêtons un double anniversaire. L'anniversaire d'abord vraiment fondateur de notre discipline, qui est la découverte par Jean-François Champollion de la clé des hiéroglyphes. Et comme je le rappelais ce matin, Jean-François Champollion ne s'était pas aperçu lorsqu'il a fait sa fameuse communication à l'Académie d'inscription et belles-lettres qu'il faisait ça le 27 septembre, c'est-à-dire le jour de la fête de la communauté française. Et puis 100 ans après, apparemment le chiffre 22 porte bonheur aux égyptologues, c'était la découverte de la tombe de Toutankhamon, donc 1922. Donc il reste encore quelques semaines pour voir si 2022 pour l'égyptologie va être porteuse à nouveau d'un événement extraordinaire. Donc nous sommes véritablement dans l'attente. Alors, ça, c'est juste une note personnelle, mais je rappelle quand même aussi que 1922, c'est le centenaire du décès de Marcel Proust. Que ce sera demain, précisément, que a lieu ce triste anniversaire. Donc voilà, mais sur un mode un peu plus joyeux, je voudrais, dans cette une petite heure à peu près que nous allons passer ensemble pour un exposé, puis je me tiendrai à votre disposition pour des remarques, des questions éventuelles si vous en avez. Je voudrais passer en revue avec vous quels sont les acquis de la discipline. Donc je ne vais pas tellement m'attarder ici sur la découverte de Champollion, le processus qui l'a amené à faire sa découverte, mais comme vous le voyez, on a vraiment voulu mettre l'emphase ici sur l'égyptologie au XXIe siècle comme science contemporaine, bien de son temps, et mesurer depuis ces 200 ans, depuis la découverte de Jean-François Champollion, quel a été le chemin parcouru. Alors, tout commence ici, évidemment, et j'ai le plaisir de vous montrer ici une représentation de Jean-François Champollion qui n'est pas très connue, voire même peut-être pas connue du tout, puisque ce sont des carnets qui viennent de refaire surface et qui sont pour l'instant exposés au Collège de France dans l'exposition qui est consacrée à la découverte des hiéroglyphes. Donc, c'est un dessin probablement un peu plus fidèle que les portraits que nous avons de Jean-François Champollion et que j'ai le plaisir de vous présenter ici. Donc voilà, Jean-François Champollion, qui, comme vous le voyez, n'a pas vécu très longtemps, meurt assez jeune, à peine même pas 42 ans. Donc 1822, c'est l'année de sa découverte et il va encore vivre 10 ans seulement, où il fera, nous le verrons rapidement, pas mal de choses. Mais ça commence un petit peu plus tôt, peut-être, ce qui a vraiment permis à Champollion de trouver la clé pour introduire dans la bonne serrure, c'est, comme vous le savez, la découverte de la pierre de Rosette, que je vous présente ici sur un estampage qui est conservé à la Bibliothèque nationale. Donc vous savez peut-être que la pierre de Rosette a été découverte par un Français. Rosette, que vous le voyez ici sur la carte, c'est sur la côte. Et on a tout de suite réalisé l'intérêt de cette pierre, qui est donc arrivée au Caire, où elle a été conservée au quartier général des forces françaises. Et puis, lors de la débâcle française, les Français ont obtenu de pouvoir quitter le pays avec leurs bagages. Alors, le général français qui était en charge a bien sûr mis la pierre dans ses bagages, mais lors du contrôle par les autorités anglaises, on a considéré que c'est pas tout à fait partie des bagages, et donc les Anglais ont prélevé la fameuse pierre qui se trouve encore aujourd'hui au British Museum. Mais très rapidement, des copies en avaient été faites. Et il faut souligner que c'est assez rare, cette coopération qui a eu lieu parmi l'élite savante de l'Europe du tout début, donc du 19e siècle. Il y avait des copies dans beaucoup de villes en Europe, différentes techniques, que ce soit des estampages ou que ce soit des frottis, mais il y avait plusieurs types de copies qui existaient à ce moment-là en Europe. Et en fait, si on voulait voir les choses encore d'un peu plus haut, on pourrait dire que l'égyptologie naît en fait quelque part au XVIIe siècle, première moitié du XVIIe siècle, avec un personnage qui par ailleurs est un peu sulfureux, Athanasius Kircher, qui est un père jésuite, qui a travaillé presque toute sa vie à Rome, c'est un Allemand, et qui a consacré énormément de son temps à faire des in-folios. Ce personnage ne pensait qu'en in-folio, donc il nous faisait de grands in-folios en latin sur l'écriture hiéroglyphique qu'il prétendait pouvoir déchiffrer. Bon, on va laisser ça peut-être pour une autre conférence, mais avant cela, il avait été
mis sur la route de l'Égypte par un mécène et intellectuel français, Nicolas Fabry de Peiresc, bien connu, provençal, de Aix-en-Provence, et qui voulait quelqu'un pour publier des manuscrits coptes qui venaient d'arriver à ce moment-là à Rome par Della Valle, et après un peu d'hésitation a confié finalement à Kircher la publication de ces fameuses scalae, comme on les appelle. C'est donc des sortes de lexiques, si vous voulez, en deux parties, copte et arabe. Il y a aussi un autre manuscrit qui contient une grammaire, et c'est la publication de ces manuscrits qui sont en quelque sorte le fondateur, le moment fondateur des études coptes en égyptologie. Donc ça, on est en 1634 pour le premier volume, l'Égypte restituée, et 1636 pour le Prodromus, dont vous avez une page ici. Je reviens maintenant à Champollion. Donc 10 années d'activité, une fois que la clé des hiéroglyphes a été trouvée, et pendant ces 10 années, des réalisations extraordinaires. Donc il y a bien sûr le moment fondateur qui est la lettre à Joseph Bon d'Acier, le secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Et vous voyez ici, à nouveau, c'est une page manuscrite, que ce qui a fondé la découverte de Champollion, c'est une étude d'abord des cartouches, c'est-à-dire de ces éléments dans lesquels était noté, était consigné le nom des rois, parfois des dieux de l'Égypte ancienne, et ce qui lui a permis véritablement de percer le mystère, c'est en s'attaquant d'abord aux noms de rois étrangers, non égyptiens, donc des rois grecs et des empereurs romains, parce que la manière de les écrire, la manière de les orthographier était un peu différente et était fondée sur un système davantage alphabétique. Donc c'est ça qui lui a permis d'avancer un peu rapidement. Mais autrement, il a eu le temps de faire un dictionnaire, de faire une grammaire, et je vous en propose ici non pas des reproductions de l'édition imprimée, mais à nouveau les autographes ici, tels qu'on les conserve à la Bibliothèque nationale de France, et regardez au passage les merveilleux hiéroglyphes, ceux-là ne sont pas de sa main, les hiéroglyphes qui sont rehaussés avec de l'aquarelle. Alors, ce que je vais faire ici, c'est passer en revue quelques grands pans, si vous voulez, de l'activité qu'on peut avoir en égyptologie, en me limitant, donc, comme je l'ai annoncé, à ce qui est plutôt mon domaine de spécialité, c'est-à-dire la langue, les textes, un petit peu l'histoire et la littérature, et je laisserai à Laurent le soin un peu plus tard alors de parler de son domaine véritablement d'expertise, l'histoire de l'art et surtout l'archéologie. Donc un mot d'abord sur l'édition des textes et la philologie. Donc que de chemin parcouru en très peu de temps. Je vous, sans y insister ici, je vous montre une page. Il faut bien que je fasse un petit peu ma publicité tout de même. Donc ceci, c'est une page tirée d'un corpus que nous avons constitué donc à Liège. C'est donc une base de données qui permet, j'y reviendrai un peu plus tard, qui permet d'encoder des textes. Donc d'une part, les textes sont encodés, mais ils sont analysés, et ça permet, grâce aux métadonnées qui sont contenues dans d'autres fichiers, de faire des recherches extrêmement sophistiquées sur la langue et la littérature de l'Égypte ancienne. Donc vous voyez le chemin énorme que l'on a pu parcourir. Dans un premier temps, ce que je voudrais peut-être vous montrer, c'est les progrès que l'on a fait tout simplement dans la réalisation, tout simplement de comment pouvoir conserver, noter et étudier cette écriture. Donc l'écriture hiéroglyphique, si on revient très rapidement sur les premières éditions, et ce sera quand même comme ça encore pendant très longtemps, hein, le dictionnaire de Faulkner, dictionnaire du moyen égyptien qui date de 1962, est encore intégralement fait à la main. Il est manuscrit. Donc si vous regardez ici les pages de Champollion, bien sûr ce sont des autographes, mais les hiéroglyphes seront dans l'édition imprimée fait à la main. Donc ça va rester comme ça pendant un certain temps, et on va alors dans les années 80, il faut quand même attendre que la micro-informatique ait fait quelques progrès et se soit instaurée dans les habitudes des scientifiques. Dans les années 80, plutôt milieu des années 80, un petit groupe de chercheurs va mettre au point une fonte hiéroglyphique
d'une part, et un système alors pour pouvoir assembler les hiéroglyphes, pour pouvoir former alors des phrases et des combinaisons complexes. Et alors on a, si vous voulez, deux tendances qui vont se faire jour. D'une part, il y a ceci, c'est-à-dire c'est une manière de pouvoir écrire les hiéroglyphes, mais de manière standardisée, donc sans avoir aucun intérêt pour les petites variantes qu'il peut y avoir entre signes, donc ce que nous appelons entre nous la paléographie, parce qu'il fallait bien dans un... l'écriture hiéroglyphique, c'est grosso modo à l'époque classique 1 millier de signes. Quand on est aux époques plus tardives, époque gréco-romaine, on est entre 5000 et 7000 signes. Ça dépend de quel type de corpus on a à faire. Donc il fallait bien une standardisation. Autrement, on ne s'en serait jamais sorti. Il y avait des textes à publier, donc il y avait une urgence à aller de ce côté-là. Mais depuis le début des années 2000, il y a maintenant une attention beaucoup plus soutenue pour essayer véritablement de noter les signes tels qu'ils sont faits en réalité, tels qu'ils sont, par exemple ici en épigraphie, tels qu'ils apparaissent effectivement sur la pierre. Et donc ça donne alors des choses comme vous avez ici, ça date déjà d'une petite vingtaine d'années, mais c'est juste pour vous donner un exemple de technique que l'on peut avoir maintenant pour avoir une saisie plus ou moins automatique, donc c'est une saisie semi-automatique qui permet alors après d'avoir une modélisation et une vectorisation des données. Entre Champollion et maintenant, il y a eu des étapes intermédiaires. Alors ça, juste pour le plaisir, parce que dans le relevé épigraphique, c'est une méthode qui s'est imposée pendant des dizaines d'années et qui est encore un peu utilisée maintenant, même si ils se sont mis aussi à d'autres techniques. Mais c'est ce qu'on appelle la méthode Chicago House, donc là, qui dépend de l'université de Chicago, où il y a un centre des études orientales très très importante. Ils ont une mission permanente en Haute-Égypte et ils avaient mis au point, donc ce sont des albums magnifiques. Si vous avez l'occasion de voir des planches qui viennent de cet institut, c'est remarquable, c'est vraiment très très beau. Mais avec une méthode extrêmement longue et extrêmement onéreuse en temps, puisque ça consistait à prendre une photo. Et puis, à partir de la photo, on dessinait sur la photo, on enlevait alors par un processus chimique la photo, restait le dessin. Et alors, il y avait un dialogue entre le dessinateur et un égyptologue. C'est-à-dire que, comme vous voyez sur la photo ici à droite, vous avez, je ne sais pas s'ils tiennent vraiment grand-chose, là en bas, ça m'a l'air d'être plus formel que toute autre chose, mais vous avez notre brave égyptologue qui est là, le nez sur la paroi, en train de vérifier l'exactitude du dessin. Et s'il a des remarques à faire, il ne va pas corriger lui-même le dessin, il va le faire avec des mots. Et donc c'est ce que vous avez ici, où vous avez à chaque fois, pointé par des lignes, un commentaire sur le dessin, un peu plus comme ceci, un peu moins comme cela. Il faudrait mettre une petite hachure, il faudrait peut-être tenir compte de tel ou tel détail. Et alors ça retournait chez le dessinateur qui corrigeait, et puis on retournait à nouveau sur la paroi pour voir si les corrections avaient bien été effectuées. Et lorsqu'il y avait un dissensus, ça pouvait arriver entre deux épigraphistes, le directeur de la mission, bien sûr, avait le fin mot. Donc ce sont des volumes qui sont remarquables, mais c'est en dizaines d'années, évidemment. Donc une de leurs grandes œuvres a été le temple de Médinat Abou. Ça a pratiquement pris 100 ans, cette histoire-là. Mais c'est magnifique. Alors, une autre application des techniques modernes pour l'édition des papyrus, c'est cette fois-ci. Je vous montre un tout petit détail. Il s'agit d'un papyrus ici de Turin. Et les collections du musée de Turin sont extrêmement riches, notamment en papyrus du Nouvel Empire, provenant essentiellement de la région
thébaine. Et on peut maintenant, je vais passer un peu rapidement, toujours sur le même papyrus, avec donc des techniques qui permettent donc de faire varier d'une part la luminosité et d'autre part de faire changer les types de lumière en allant vers des rayonnements qui sortent du spectre normal de l'œil humain. On parvient à faire ressortir soit des choses qui sont invisibles à l'œil nu, soit des choses qui ne sont pas très visibles. C'est récupéré, alors, comme vous le voyez après, sur des tablettes graphiques, et ça permet de faire de l'édition de papyrus de manière, je crois, tout à fait moderne, tout à fait standard. Et pour une collection comme celle de Turin, qui malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, parce que ça nous donne du travail, est très fragmentaire, c'est-à-dire que beaucoup de papyrus sont conservés par de petits morceaux. On a maintenant de très très grands de tablettes graphiques qui permettent de faire de l'assemblage et de vérifier surtout des hypothèses dans la manière d'assembler les données. Donc ça, c'est vraiment, je crois, des choses qui sont très, très intéressantes. Toujours dans le domaine donc, de la... pas uniquement de la paléographie, mais de l'étude des signes, une question qui s'est posée. Enfin, on a toujours été conscient de ça, mais on minimisait un peu ça. C'était comme les crasses qu'on balaye comme ça en dessous du tapis. Mais quand on y réfléchit, vous voyez, rien que sur la liste que je vous donne ici, vous voyez, donc ce sont des signes qui mettent tous en scène un être humain et qui sont... la différence entre les signes, ben, c'est la posture du personnage et éventuellement ce qui tient ou ne tient pas en main. Bon, ok. Mais... quand vous êtes dans la réalité épigraphique, il est parfois très difficile de se demander si, quand vous avez affaire à une variante par rapport à un prototype, est-ce que c'est une variante du signe un tel, ou bien est-ce que c'est un nouveau signe ? Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vraiment étudié. Et c'est un projet que nous avons développé ici, mais en collaboration avec d'autres. Vous voyez la liste des collaborateurs en dessous. C'est de parvenir à, pour chaque signe hiéroglyphique, à le documenter, c'est-à-dire à le référencer à un monument. Et d'en faire donc une base de données qui est maintenant tout à fait disponible en ligne et qui permet véritablement d'avoir un répertoire hiéroglyphique qui est enfin établi sur des bases complètement scientifiques et non plus impressionniste comme on pouvait encore l'avoir avant. Donc c'est vrai aussi pour le hiératique, il y aura encore pas mal de choses à dire de ce côté-là. Donc ça, je crois que c'est vraiment un domaine sur lequel on a fait énormément de progrès. Et donc pour chaque signe, je peux pas vous le montrer ici, mais il suffit donc de cliquer ici sur un signe et vous avez toutes les variantes qui sont attestés. Et là, vous n'avez pas alors un signe normalisé, vous avez à chaque fois un scan ou une photo du signe en question. Donc c'est un travail énorme qui a été notamment fait par Jörg Rothenhuis, qui maintenant est un doctorant chez moi, qui maintenant est en postdoc à Stanford. Alors, un petit mot sur la littérature ou les littératures de l'Égypte ancienne. Je vais devoir aller un peu rapidement, simplement pour vous dire que l'image qu'on avait de la littérature de l'Égypte ancienne, telle qu'on l'avait au début du XXe siècle, et je vous donne ici un ouvrage qui a fait date, qui est resté très longtemps un manuel, notamment en milieu académique, c'est la littérature des Égyptiens de Adolf Hermann, un des grands fondateurs et des pères de ce qu'on appellera, j'y reviendrai tout à l'heure, l'école de Berlin. Et on concevait un peu la littérature égyptienne comme étant finalement un ensemble de fairy tales. C'est un peu comme ça qu'on concevait les choses. Et puis ça a commencé à bouger dans les années 70, avec notamment cet ouvrage collectif, Fragen an die altägyptischen Literatur, qui a vraiment remis les choses en perspective, notamment en introduisant à nouveau un terme allemand, le Sitz im Leben, qui était extrêmement important dans les années 70, c'est-à-dire resituer une œuvre dans son contexte social, politique, économique, mais retisser un certain nombre de connexions. Et puis alors un certain nombre d'études ont paru qui chacune insiste sur quelque chose. Alors cet ouvrage
collectif qui fait près de 1000 pages, proposait, ça date des années 90, ça propose véritablement une somme des connaissances sur la littérature égyptienne à l'époque. Et puis alors, il y a des interrogations très spécifiques qui se sont fait jour, notamment sur la datation des textes, puisque les œuvres littéraires sont presque toujours des œuvres dont la tradition manuscrite peut être longue. Donc nous n'avons jamais, évidemment, le manuscrit original qui aurait été écrit par un auteur supposé d'une œuvre littéraire. On ne sait d'ailleurs pas très bien pour l'Égypte ancienne à quoi ça pourrait bien correspondre, puisqu'il y a probablement des œuvres qui trouvent leur origine dans une forme d'expression orale et après ont été couchées par écrit. Donc c'est quelque chose qui était compliqué pour nous de mettre une date sur les œuvres. Donc quand vous avez un manuscrit de la 18e dynastie qui a l'air de vous raconter une histoire qui s'est passée à la 12e dynastie, est-ce qu'on doit comprendre qu'en fait on a une tradition déjà longue et que l'œuvre a été composée à la 12e dynastie, ou bien est-ce que c'est une rédaction, une production littéraire de la 18e qui nous raconte quelque chose de la 12e. Donc il y a beaucoup de techniques qui nous permettent maintenant d'y voir un peu plus clair. Je vous passe le détail. Mais voilà véritablement aussi des progrès considérables qui ont pu être faits. Et le tout dernier volume ici que je vous montre, c'est montrer aussi l'importance que l'on reconnaît maintenant, pas uniquement en littérature, mais dans d'autres domaines, de ce qu'on appelle la tradition. Avec cette différence que l'on peut faire entre une tradition que l'on considérait comme simplement reproductive, donc c'est-à-dire à partir de certains schémas, on ne fait que les reproduire, mais il y a aussi des traditions qui sont productives, c'est-à-dire qu'à partir de quelque chose qui existe, on peut transformer et faire évoluer la tradition. Tout ça, c'était des choses qui étaient complètement inconnues il y a encore à peine 50 ans d'ici. Et alors, toujours dans le domaine de la littérature, c'est une révolution, là, je crois, qui date véritablement du début de notre siècle ou de notre millénaire, pour l'instant c'est la même chose, c'est la prise en compte de la matérialité des textes. C'est-à-dire un texte littéraire, ou quel que soit d'ailleurs le texte dont on parle, ce n'est évidemment pas quelque chose qui est imprimé dans un corpus ou dans une revue. Il y a une matérialité, c'est-à-dire que ce texte existe peut-être sur une paroi, cette paroi est dans un monument, ce monument est lui-même sur un site, ça a vécu, ça a bougé, et donc il y a maintenant cette prise en compte de la matérialité des textes, et aussi, quand il s'agit de textes transmis sur papyrus ou sur ostraca, de petits détails auxquels on ne faisait pas attention. Et ici, vous avez un exemple, c'est une très belle main, hein, ceci, vous l'avez très bien reconnu tout de suite, un papyrus donc des Miscellanées, hein, on est à la 19e dynastie, une très belle écriture de chancellerie, et vous voyez qu'il y a un certain nombre de signes qui sont dans la marge et qui renvoient en fait à des signes qui sont à l'intérieur du texte et qui sont probablement ici en l'espèce des corrections, c'est-à-dire des signes qui étaient un peu complexes et qui ont été reproduits alors après dans la marge avec un peu plus de détails. Voilà, c'est toutes des petites choses comme ça auxquelles on n'était absolument pas attentif, et on a même maintenant pu encore aller un pas plus loin. Avant, le scribe était un être anonyme, et maintenant, on parvient, dans certains cas, à retrouver le scribe comme individu. Et alors là, on a un cas tout à fait remarquable, qui est celui du scribe Amennacht, bien connu à Der el-Médine, 20e dynastie, qui a une production considérable, à la fois une production administrative, puisqu'il était un scribe de l'administration, mais aussi il a une production littéraire. Donc on a de sa main des hymnes et une sagesse aussi, qui est assez longue d'ailleurs. Et on voit que ses habitudes, quand il a sa casquette administrative, ou lorsque, à titre privé, il devient un personnage littéraire, eh bien ce n'est pas le même homme, y compris dans sa manière d'écrire, dans son ductus, ce n'est pas la même chose. Et alors, là, c'est un peu contradictoire, en tout cas, c'est pas dans la ligne de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ici, ce sont les œuvres originales.
c'est l'Amen Amennacht que l'on peut contempler ici. Et donc vous voyez aussi que l'on peut essayer de faire des comparaisons sur des groupes de signes pour essayer donc d'affiner nos études. Donc on peut vraiment aller maintenant à ce degré de finesse dans la connaissance du matériel. Et je voudrais simplement ici souligner l'écart et la différence. Il y a des spécialistes ici de la Grèce et de la Rome antique. Tout le matériel que nous avons, sauf quelques exceptions pour la littérature grecque et latine, ce sont des témoins qui sont relativement distants du moment de la production. Donc, si vous prenez toute la tradition manuscrite byzantine, avant le 8e siècle de notre ère, bien sûr, il n'y a pas grand-chose, voire rien du tout. Alors, ce qui a permis de faire un petit bond en avant, mais nous revenons en Égypte, c'est la tradition papyrologique gréco-romaine qui a permis de retrouver des témoins littéraires de Platon, Homère, Aristote et j'en passe. Et là, on est dans une fourchette, grosso modo, tout début du IIIe siècle avant, fin du IIIe siècle de notre ère. C'est mieux évidemment que le 8e ou le 9e siècle de notre ère. Et puis il y a des œuvres, comme vous le savez peut-être, qui ne sont conservées que comme ça. La politique d'Aristote, elle n'est connue que par un seul fragment papyrologique qui vient d'Égypte. Alors, une grande question qu'on s'est posée aussi, c'est, on est dans les années 70, 80, c'est probablement un peu l'air du temps, on voulait retrouver l'égyptien tel qu'il était parlé, le as if spoken. Est-ce qu'on pourrait vraiment, avec certains types de documents, véritablement retrouver presque le rythme de la langue? Et moi, j'ai eu des étudiants tout au début de ma carrière comme prof, on est vraiment là tout au début des années 90, qui voulaient étudier ça. Et monsieur, est-ce que moi je suis vraiment intéressé de savoir comment les Égyptiens posaient leur langue, quelle était la diction en Égypte ancienne? Je dis tout ça est bien intéressant, mais nous n'avons rien du tout pour faire ça. Et donc, s'attache un peu à ça, je crois, la grammaire de Tchernigrol que je vous ai mis là en insert, A Late Egyptian Grammar, qui, donc le néo-égyptien, comme on l'appelle, c'est l'équivalent français du terme Late Egyptian en anglais, c'est un état de la langue, grosso modo c'est le Nouvel Empire, pour faire bref, donc 18e, 19e et 20e dynastie, et dans cette grammaire, Madame Groll avait exclu de son corpus tout ce qui n'était pas les textes de la vie courante, parce qu'elle ne voulait pas que sa grammaire soit polluée précisément par des textes littéraires ou des textes de la religion qui, comme on l'a vu tout à l'heure, ne faisaient peut-être que reproduire une tradition. Elle voulait la langue de l'époque, comme on la parlait dans les tavernes ou au coin de la rue. Bon, il faut un peu déchanter, évidemment, c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne, mais on le voit aussi, et ça c'est des travaux beaucoup plus récents, dans ce qu'on appelle les Reden und Ruf, c'est-à-dire les discours et les interpellations qu'il peut y avoir, notamment entre des travailleurs. Et c'est un corpus qui s'étend depuis l'Ancien Empire jusque la basse époque, mais avec des pics comme ça, donc à l'Ancien Empire et au Moyen Empire, on a beaucoup de documentation. Et donc vous voyez qu'il y a des représentations figurées, ici, je ne vais pas entrer dans les détails, et de temps en temps, vous avez un petit texte comme ça, qui sont des discours que les travailleurs ou les artisans, les pêcheurs ici vous avez une scène très 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 connue, il faut aider des bœufs à traverser le gué, et donc on s'est dit mais ça c'est quand même pas mal, parce que ce sont pas des nobles, c'est pas le roi, c'est pas des dieux, c'est le petit peuple, et on les entend parler. Pratiquement. D'ailleurs, il y a certaines vidéos que vous pouvez voir sur YouTube où vous avez comme ça un bruit de fond, on les entend vraiment parler. On s'est dit, là, on les a vraiment, quoi. Bon, il faut un petit peu déchanter là aussi, puisqu'on s'est aperçu que ces discours des travailleurs, lorsqu'on les étudie sur un corpus sur plusieurs centaines d'années, les formules se répètent, et donc là aussi, on est dans de la tradition. Une tradition qui est peut-être un peu productive, mais qui est aussi beaucoup reproductive.
Donc voilà, c'est quelque chose qu'on a voulu aussi atteindre dans un autre type de document. Donc là, c'est un très grand papyrus, grand par la taille, oui un peu, il y a plus grand que ça, mais surtout important par son importance. C'est un papyrus qui est conservé au British Museum et qui fait partie du dossier des Tumblr-Breeze. Les Tumblr-Breeze, c'est vraiment c'est fascinant comme dossier. Donc c'est un dossier d'une dizaine de papyrus à peu près. On est tout à la fin de la 20e dynastie, donc du Nouvel Empire, vraiment à la charnière entre ce que nous appelons le Nouvel Empire et la troisième période intermédiaire. C'est un moment où le pouvoir central est très déliquescent. Et donc il y a cet attrait gigantesque des richesses qui sont dans les tombes. Pas uniquement les tombes royales. Les tombes royales sont peu concernées par ce dossier, mais les tombes de l'élite. Voilà. Et donc, il y a eu tout un système de pillage qui a été organisé à l'époque, et donc on peut suivre ça au travers des papyrus. C'est vraiment des gangs organisés. Donc il y en a qui sont spécialisés, il y a des maçons qui sont spécialisés pour casser les murailles, il y a des fondeurs qui sont spécialisés pour fondre matériel, il y a des gens qui ont des bateaux parce qu'il faut faire passer les gens sur le Nil, il y a des receleurs, enfin bon, il y a tout un monde comme ça qui s'ouvre à nos yeux, et ces braves gens se sont fait passer, et donc ça a donné lieu à des interrogatoires, et ce papyrus est précisément l'extrait, des extraits des interrogatoires. Donc là aussi, on s'est dit, mais là, on a enfin, on sait comment les gens parlent, puisqu'on a du verbatim, en quelque sorte. À nouveau, pas tout à fait, parce qu'on voit bien que comme on a plusieurs papyrus, il y a des formules qui se répètent, et puis on voit aussi que les déclarations qui étaient faites par les voleurs repassent alors après dans la moulinette du scribe, qui doit lui alors uniformiser un certain nombre de choses. Alors parfois, il y a des choses qui passent, il y a des mots d'argot qu'on peut de temps en temps isoler, etc. Mais voilà, c'est un peu un mythe. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ce sont des préoccupations qu'on n'avait pas du tout avant. Donc maintenant, il y a dans la discipline une dimension sociologique et vraiment une sensibilité pour ce type de texte qu'on n'avait pas avant. Et donc on commence maintenant à voir, au travers de l'étude de ce qu'on appellerait les genres littéraires ou les genres textuels, voir que la langue est en fait à plusieurs niveaux et qu'un locuteur peut activer des niveaux différents en fonction des circonstances. Alors vous me direz, c'est d'une grande banalité, tout le monde sait ça, quand on étudie des langues et des corpus beaucoup mieux connus que l'égyptien, mais pour l'égyptologie, et ce sera peut-être un peu une forme de conclusion pour moi, c'est un des éléments qui montre que l'égyptologie est maintenant rentre un peu dans la discussion et dans le débat des idées internationales avec d'autres disciplines. Alors, un petit mot sur l'histoire aussi, ça va un peu dans le même sens. Lorsque, vous savez, l'histoire telle que nous la concevons, c'est un concept éminemment moderne. Donc il n'y a pas en Égypte un seul texte qui soit un texte historique, c'est-à-dire qui part du principe épistémologique qu'on va vous raconter, ou plutôt vous exposer des faits pour servir à la construction de l'histoire. Ça n'existe pas. Donc, mais il y a des historiens de l'Égypte ancienne, ça existe évidemment. Donc qu'est-ce qu'ils font ? Ils prennent ce qu'ils ont. Et on a notamment des textes littéraires qui nous racontent, parfois, dans la trame narrative, on voit qu'il y a des événements qui ont l'air d'avoir une valeur historique. Alors, quand vous êtes sur une période où vous n'avez rien d'autre, vous vous ruez là-dessus, évidemment, comme la misère sur le monde, et vous voulez tirer un maximum de ça. Le problème, mais qui n'est pas encore complètement résolu, je pense, dans la tête de certains collègues, c'est de ne pas être conscient que ce qu'ils utilisent est en fait un texte littéraire. Donc beaucoup de nos collègues, malheureusement, considèrent encore qu'ils ont affaire à des textes documentaires, alors qu'en fait, ce sont des textes littéraires. Donc pour vous donner un exemple, c'est comme si pour reconstituer l'histoire du règne de Louis XIII, vous aviez uniquement les 3 mousquetaires d'Alexandre Dumas. Voilà, vous faites uniquement avec ça. Alors, vous savez que c'est un roman,
Donc, vous savez que vous ne devez pas tout prendre au comptant, mais ce n'est pas pour ça que tout est faux là-dedans, évidemment. Autrement, vous, comme lecteur qui connaissez par ailleurs les cadres historiques du règne de Louis XIII, ben, vous n'accrochez plus. Si Alexandre Dumas avait donné à Louis XIII 3 sœurs et 2 frères, vous dites non, ça va pas, quoi. Bon. Donc, il y a quelque chose, il y a une enveloppe historique qui est là. Ben alors après, il y a toute la liberté, évidemment, de l'auteur. Et alors, on a 2 œuvres littéraires majeures. Sinoué, d'abord, qui est le grand texte littéraire du Moyen Empire, et l'enseignement d'Aménémate. Alors là, c'est très intéressant, l'enseignement d'Aménémate, parce que lui nous raconte quelque chose, le Sittimleben, si vous voulez, de l'enseignement d'Aménémate, le cadre historique est le même que Sinoué. Seulement, il n'y a pas un manuscrit avant la 18e dynastie. On est beaucoup plus tard. Et donc, ça a été une tension permanente. Est-ce que l'enseignement d'Aménémate a été écrit à la même époque que Sinoué, ou peut-être un petit peu plus tard, ou bien au contraire, est-ce que c'est vraiment une œuvre de la 18e dynastie et que ça n'a rien à voir? Alors, quand vous êtes partisan d'une lecture historiciste, ben vous prenez évidemment le premier cas. Si vous vous débarrassez de vos œillères et que vous voulez considérer ça comme une œuvre littéraire, vous n'avez pas plus d'intérêt que ce soit l'un ou l'autre. Vous regardez ça, je crois, un peu plus honnêtement. Alors, bon, c'est la seule dia un peu technique que je vais vous montrer. Le texte de Sinoué nous est parvenu par plusieurs manuscrits. Donc ça, c'est vraiment très très bien, et qui datent d'époques différentes. Donc on a des manuscrits qui datent du Moyen Empire, mais on en a aussi de Nouvel Empire, et puis alors à l'époque ramesside, donc toujours au Nouvel Empire, on a une petite centaine d'ostracas à peu près, probablement dans un usage scolaire, mais on va pas entrer dans les détails ici. Alors on a 2 lignées, R et B, ce sont 2 lignes de manuscrits qui varient sur certains points majeurs, mais qui montrent que dès le départ, il y a probablement une double lignée. Et ce qui est certain, dans l'histoire qui est là, c'est qu'un roi, donc le roi Aménémate, décède. Alors le texte de Sinoué ne nous dit pas comment il décède, on ne sait pas. C'est juste le point de départ, puisque Sinoué, qui est le héros, une sorte d'anti-héros, va prendre peur et va s'enfuir. Il va s'enfuir à l'étranger, il va rester là probablement une vingtaine d'années, et puis il obtient le pardon du roi. Ben, le pardon, on ne sait pas trop bien pour quelle faute commise, et donc Sésostris Ier, le successeur d'Aménémate, lui dit « Allez, ça va, c'est bon comme ça, tu reviens à la cour », et Sinoué revient. C'est tout ce qu'on sait. Alors, nous descendons un petit peu, et nous avons ici un manuscrit qui date de la 18e dynastie, manuscrit de Sinoué, qui lui transforme un petit peu les choses et fait de Sinoué le fils du roi, un des fils du roi. Pourquoi? Parce que la question qu'on se pose, les Égyptiens se sont posés aussi. Pourquoi, puisque le texte ne nous le dit pas, pourquoi Sinoué a-t-il fui? Aménémate Ier est le fondateur d'une nouvelle dynastie. Ça n'a pas été facile. On sait par certains textes qu'il y a encore eu des troubles dans certaines provinces, etc. Est venue l'idée que le roi avait été assassiné. En fait, on n'en sait rien du tout. Les seules sources qui nous disent ça sont des sources littéraires. Et donc, il y a cette élaboration qui s'est faite à un moment donné. Et alors, pourquoi Sinoué a-t-il fui? Ah ben, on en a fait un fils du roi. Et étant donné qu'il était un fils du roi, ce qui n'est absolument pas, évidemment, on comprend bien que lors des problèmes qu'il y a eu à la cour, il ait pris peur et il ait préféré s'enfuir. Arrive alors l'enseignement d'Aménémate, 18e dynastie aussi, qui lui embraye le pas et qui, lui, nous raconte l'assassinat d'Aménémate Ier. Et c'est une œuvre littéraire. Donc il faut voir l'enseignement d'Aménémate Ier comme une réponse littéraire à un texte littéraire qui a précédé. Donc on est dans un jeu littéraire. Et c'est beaucoup plus riche de voir les choses comme ça que de vouloir s'en servir comme des matériaux proprement historiques. Mais si vous regardez encore maintenant dans la littérature, vous aurez encore le plus sérieusement du monde dans certains ouvrages. Aménémate Ier a été assassiné on a au moins la décence de dire dans des circonstances obscures, et puis petit appel de notes, enseignement d'Aménémate Ier, ligne telle,
c'est une œuvre littéraire. Eh bien, ça, c'est une sensibilité que l'on a acquise ces derniers temps. Alors, un petit peu de grammaire et de linguistique quand même, autrement ça ne serait pas sérieux. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'école de Berlin. C'est très masculin, je m'en excuse. Avoir leur tête, ça n'avait pas l'air d'être des rigolos. Hein. Donc, vous avez les deux figures majeures, hein, Hermann et Zeta, qui ont véritablement dominé le champ disciplinaire. La grande figure d'Alan Gardiner, un Anglais comme le nom et comme la particule préliminaire le laisse supposer, mais qui a vraiment fait ses armes et qui a travaillé vraiment en bonne entente avec l'école de Berlin. Je pense même qu'il avait quelques sympathies quand même aussi pour le régime, mais on ne va pas entrer jusque dans ces détails. Et puis alors, un petit peu plus tard, mais associé à l'entreprise du Wörterbuch, Hermann Grapo, qui lui, alors, après la guerre, était du côté donc, de l'Allemagne de l'Est à l'Académie. Et donc ça, c'est vraiment ce qui a fondé la grammaire. Donc pendant très longtemps, la grammaire de l'Égyptien a reposé sur cette œuvre monumentale d'As Ägyptische Verbum de Kurt Zeth, 1000 pages environ, que tout le monde cite et que personne n'a lu, évidemment, vous pensez bien. Alors, la grammaire de l'égyptien classique, Egyptian Grammar de Sir Allen, troisième édition de 57, et qui est encore utilisée par beaucoup d'académiques maintenant, notamment pour l'enseignement, puisque ça se veut, c'est fait sous forme de leçons. Alors, les premières leçons sont vraiment des leçons. Il y a vraiment une progressivité. Mais alors, après, c'est une fiction. C'est simplement la matière qui est découpée en chapitres. Alors, un mot sur les études de syntaxe copte. Vous me direz, qu'est-ce qu'il arrive avec son copte, encore celui-là 1944, Hans Julius Polotsky, étude de syntaxe copte, qui va, à partir d'une petite forme verbale attestée en copte, remonter dans le temps et essayer d'expliquer certaines anomalies du système verbal de l'égyptien à partir de ce qu'il avait découvert et qui là, est bien authentique en copte. Et ça va donner naissance dans les années 70, 80, encore un petit peu 90, parce que les mauvaises herbes ont la vie dure, à ce qu'on a appelé la Standard Theory. Standard Theory est un terme qui a été proposé par notre collègue et compatriote de Peut, qui est maintenant aux États-Unis, et qui a donc dit, ben voilà, c'est la théorie standard, c'est un peu, si vous voulez, comme la théorie d'Einstein. À un moment donné, voilà, il y a consensus. Voilà. Donc, la première relativité restreinte de l'égyptologie, en quelque sorte, c'est la grammaire de Polotsky, mais qui a été alors combattue à partir fin des années 80, et puis notamment dans les années 90. Là, on a eu vraiment des colloques. Je me souviens, un colloque à Copenhague, à Los Angeles, etc. C'était vraiment chaud entre les partisans et les adversaires. Et de ceux qui a vraiment bien contribué à remettre un peu les choses d'aplomb, c'est Pascal Vernus, qui a écrit donc en 97 une petite plaquette qui s'appelle Les parties du discours en moyen égyptien. Mais ce qui est surtout très bien, c'est le sous-titre ici, autopsie d'une théorie. Et l'autopsie, c'est évidemment la théorie de Polotsky, autopsie, parce qu'on autopsie les morts, hein, je vous rappelle quand même. Donc, lui considérait à son époque que cela était complètement mort, mais ça a été très, très mal reçu par certains collègues. Donc ça, c'est pour vous montrer aussi que la discipline évolue avec des essais, des erreurs. On en parlait encore ce matin. C'est ça, la recherche scientifique. Et ça a surtout eu comme mérite de montrer, je crois, le grand défaut de la Standard Theory, c'était finalement d'imaginer que l'Égyptien aurait fonctionné d'une manière tout à fait particulière et sans aucun rapport avec ce qu'on connaît par ailleurs dans le fonctionnement des langues.
des langues, il y en a 7000 hein, sur la planète, on en connaît à peu près bien 2000, et donc il y a un domaine de la linguistique qu'on appelle la typologie linguistique, c'est-à-dire on essaye de voir ce que les langues ont en commun, ce qui fait qu'elles ne fonctionnent pas de manière complètement divergente, mais qu'il y a un certain nombre de paradigmes qui sont respectés un peu partout dans toutes les langues. Et l'égyptien, pour un certain nombre de caractéristiques, c'était ce qui était postulé par la Standard Theory, aurait fonctionné de manière totalement différente de ce qu'on connaît dans toutes les langues qui ont été étudiées. Et ça, je crois qu'un des mérites, et je me range dans ce camp-là, quand même, j'ai un peu participé à ça aussi, quand on a déconstruit cette théorie, c'était quand même de dire, oui, mais on doit quand même un peu dialoguer avec nos collègues linguistes. Et donc, c'est un peu ça aussi. Donc, de même pour la littérature, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, de même pour l'histoire, l'égyptien, l'égyptologie et la culture et la société égyptienne, c'est pas un truc qui vient des extraterrestres. Hein. C'est quelque chose, ce sont des groupements humains qui fonctionnent comme tous les groupements humains. Et donc ça a vraiment été, je crois, un grand travail. Donc d'une langue isolée à une langue comme les autres. Et donc on s'est ouvert à la fin du XXe siècle et maintenant au XXIe à ce que pouvaient apporter des modèles linguistiques qui ont eu leur heure de gloire à certains moments, peut-être un peu moins maintenant. Je pense notamment à la linguistique générative, la linguistique structurale ou post-structurale, mais maintenant plus la linguistique fonctionnelle et la linguistique cognitive, et aussi ouverture à d'autres langues, hein, et donc voir ce que peut nous apporter la typologie linguistique et le comparatisme. Et donc là, il y a un certain nombre d'ouvrages, je crois, qui ont véritablement marqué, avec ici, je le mets ici, bon là, c'est pas terrible comme représentation, mais Crossroads, Crossroads, il faut faire attention, il n'y a pas de S. C'est pas une erreur, parce que je vais vous dire ça quand même, il y a deux mots différents en anglais, il y a crossroad, il y a crossroads. Alors crossroads, ça tout le monde connaît, c'est le croisement, c'est quand deux routes se croisent. Crossroads, c'est quand, à partir d'une route, vous faites un détour pour la contourner. C'est ça, crossroads. C'est un petit peu différent. Et donc, nous avons maintenant une série de colloques. Le premier a eu lieu en 86 à Copenhague. Et puis, tous les 4 ans, on essaye un peu de faire comme les Jeux Olympiques, on se réunit entre spécialistes de la grammaire et de la langue égyptienne pour échanger. Donc, on a eu le dernier, là, c'était à Berlin, donc c'était à Uppsala, il y a 2 ans. Donc voilà, on parvient à tenir le rythme. Et donc, ça, c'est pour nous vraiment un lieu qui nous permet d'échanger des idées. Alors, un petit mot sur la phonologie, ici. Bon, la phonologie, c'est quelque chose de très particulier, mais après tout... dans une langue, la langue est faite de phonèmes, il faut quand même bien partir de là. Donc même pour une langue morte, il faut un peu s'intéresser à ça. Donc que se disent-ils vraiment ? Je vous remets ici mais un autre discours des travailleurs. Donc ça, c'est ce qui est intéressant là-dedans. Donc beaucoup de gens sont intéressés à ça, c'est qu'il y a souvent de l'humour là-dedans. Donc vous voyez ici un bonhomme qui est en train de faire rôtir une oie. Et alors, le petit discours que vous avez ici, il dit « Je suis en train de rôtir depuis l'aube des temps. Je n'ai jamais vu une noix comme celle-là. » Donc, voilà, un petit genre de discours. Mais, bon, je peux vous le lire en prononciation conventionnelle, mais quel était véritablement le cadre vocalique qui était derrière, quelle était la prosodie, etc. Donc, on s'est beaucoup intéressé à ça. Et regardez la différence qu'il y a entre une page de Champollion, et vous voyez que Champollion, donc ça c'est une page de son dictionnaire, vous avez ici un mot, vous en avez la traduction ici, et puis systématiquement, à chaque fois que c'est possible, il vous met le correspondant en copte. Pourquoi ? Parce que le copte étant écrit au moyen d'un alphabet, c'est un alphabet grec, disons, en gros, plus quelques signes pour noter des sons, des phonèmes qui existent en copte et pas en grec. Donc c'est une adaptation, comme on l'a pour l'écriture cyrillique, hein, pour noter les langues slaves. Hein. C'est une base de grec plus quelques signes. Et donc ici, vous voyez, je suis quand même très pédagogue, j'ai quand même isolé justement un de ces signes pour noter une chointante, donc un che. Pour Champollion, c'était évident que la prononciation qu'il pouvait retrouver avec la coloration vocalique qu'il avait là était quelque chose qu'on pouvait
aussi appliquées à des époques antérieures. Les progrès de la science nous ont là aussi obligés de déchanter. Et donc voici, je vous en parlais tout à l'heure, comme quoi j'ai un esprit de suite, le fameux dictionnaire de Faulkner, 1962, grande année s'il en est, pour d'autres raisons, où vous avez donc ici un dictionnaire à la main, bien sûr, et vous voyez que les voyelles ont disparu. On a donc une représentation ici de l'égyptien qui n'est plus fondée que sur la carcasse consonantique, c'est-à-dire ce que l'égyptien note réellement. Et donc, il y a maintenant, depuis déjà un petit temps, un certain nombre de collègues dont la spécialité, alors c'est vraiment une spécialité extrêmement pointue, essayer de reconstituer le vocalisme de l'Égypte ancienne. Puisque qu'est-ce que nous avons pour ça? On a le copte, mais c'est un peu comme si vous deviez reconstruire la prononciation du latin archaïque en n'ayant que le français contemporain. Vous n'auriez rien d'autre, vous auriez un grand trou, et à partir de ça, vous devez reconstituer, c'est ce qu'on fait avec l'indo-européen, soit dit en passant. Mais donc voilà, nous avons donc l'égyptien, nous avons le copte, mais le copte, c'est pas attesté avant le IIIe siècle de notre ère. Donc, comment fait-on? Eh bien, on s'aide de transcription grecque. Donc, il y a parfois du grec qui transcrit des noms propres, mais aussi parfois des noms du vocabulaire commun. Bon, ça, on peut remonter au IVe siècle de notre ère. Puis, si on remonte encore un petit peu, on a un petit peu du carien, on a un petit peu d'hébreu. Et si on remonte au Nouvel Empire, donc là, on est déjà 1300, 1200 avant notre ère, on a des correspondances avec l'akkadien. Donc l'akkadien, c'est la lingua franca de l'époque, c'est la langue qui sert pour le commerce, pour les relations diplomatiques. Et donc on a quelques mots, à peu près 400 mots akkadiens qui sont passés dans le vocabulaire égyptien, avec une graphie un peu spéciale, mais l'akkadien, lui, est noté par un syllabaire, avec des voyelles. Donc ça nous donne quelques idées. Et puis il y a des mots égyptiens qui ont été empruntés ou en tout cas transcrits en syllabaire akkadien. Donc là, ça nous donne aussi une petite porte d'entrée. Et donc avec cette base documentaire, plus les techniques qui sont propres alors à la comparaison, on parvient comme ça progressivement, mais c'est vraiment une affaire de spécialistes. C'est très allemand aussi, je ne sais pas pourquoi. Mais bon. Et donc voilà, mais sa photo est un peu truquée parce qu'il a 50 ans. Mon collègue Carsten Poyst, qui est à Constance, Frank Merzel, qui est à la Humboldt, Antonio Loprieno, mais que beaucoup d'entre nous maintenant connaissent ici, et que je mets quand même un peu dans le même sac que la linguistique allemande, parce que ça laisse des traces. Donc on ne peut pas aller aussi longtemps dans ces pays-là sans être un peu contaminé. Et puis alors, vous avez ici Jim Holland, qui est prof à Brown maintenant, qui a fait une carrière d'abord au Metropolitan. Et puis, il y a quand même des petits jeunes qui s'y intéressent, comme Marwan Kilani ici, qui est un Suisse et qui a des postdocs un peu divers et qui maintenant, je crois, est du côté... non, il est retourné en Suisse sur un projet Ambizione et donc s'intéresse plus spécialement, lui, aux transcriptions cunéiformes de l'égyptien. Et puis alors, ça peut donner des choses comme ça. Donc c'est l'intérêt, quand je vous disais que l'égyptien n'était plus vu maintenant comme une langue isolée, mais qu'on essayait de la remettre, de la rapporter dans un ensemble plus grand. Alors ça, c'est très maximisé, évidemment. Je ne suis pas sûr, d'ailleurs, que je souscrirais à tout de ce qui est là-dedans. Donc c'est une vue du nostratique. Alors le nostratique, c'est peut-être un peu une illusion. Donc vous savez que les langues n'existent pas de manière isolée. Enfin, si. Certaines existent de manière isolée, comme le basque. Le basque, on ne sait pas trop à quoi le rattacher. Mais en général, les langues appartiennent à des groupes, comme par exemple le groupe des langues romanes. Vous voyez bien, même si vous ne les parlez pas couramment, quand l'italien, l'espagnol, le roumain, le français, il y a quand même beaucoup d'affinités. En tout cas, plus d'affinités entre celles-là qu'avec l'allemand ou le russe, par exemple. Donc ça forme des groupes, des familles. Et puis les groupes peuvent eux-mêmes être rassemblés dans des familles plus importantes. Donc on a une grande famille qui couvre à peu près tout le continent européen. C'est la famille des langues indo-européennes. L'égyptien est seul dans son groupe, mais fait partie lui-même d'une famille plus grande qu'on appelle la famille
camito-sémitique, maintenant plus volontiers afro-asiatique. Et puis certains ont pensé qu'il pouvait encore y avoir quelque chose d'un peu plus grand, où on pourrait voir comment le groupe des langues afro-asiatiques et le groupe des langues indo-européennes, s'il n'y a pas encore un ancêtre plus haut que ça. Et puis alors, tant qu'on y est, on peut faire bonne mesure, puisqu'on peut avoir là-dedans les langues ouralo-altaïques et des langues aussi d'Asie. Et donc ça donne des tableaux comme ça. Alors l'indo-européen, il est là, donc vous avez toutes les ramifications. Et puis alors ici, vous avez le groupe des langues camito-sémitiques, avec ici les 6 phases habituelles dans le développement de l'égyptien. Donc vous voyez, dans ce genre de choses, on peut y croire totalement ou en partie, bon, peu importe, mais dans la connaissance un peu fine qu'on peut avoir de l'égyptien, c'est parfois intéressant de se dire, tiens, en allant voir dans les langues qui sont voisines de l'égyptien, je peux peut-être trouver des éléments de comparaison qui vont m'aider à mieux comprendre l'objet de mon étude. Donc à nouveau, c'est un peu la même tendance que ce que je disais tout à l'heure, c'est replacer l'égyptien dans un contexte et ne plus regarder l'Égyptien et la culture égyptienne comme si, à nouveau, je disais tout à l'heure, c'était des aliens qui avaient, bon, qui croient ça par ailleurs, hein, mais ça, ce serait un autre débat, mais donc renouer en quelque sorte les fils de la civilisation. Et ça nous amène aussi à voir comment certaines méthodologies peuvent être appliquées à l'égyptien. Donc sur le lexique, par exemple, on a maintenant un mouvement important qui essaye de voir comment la cognition, c'est-à-dire voir comment le lexique s'organise en lien peut-être avec la manière dont nous concevons, alors au niveau neuronal, notre perception et nos idées, quel type de lien on peut éventuellement faire de ce côté-là. Alors, un peu plus rapidement ici, parce que là, c'est plus technique, mais c'est pour montrer aussi les progrès qui ont été faits. Regardez l'ouvrage de Champollion, je repars de là, Grammaire égyptienne, point barre. Alors, donc voilà ici un exemple donc, de sa grammaire, qui est un peu vue aussi comme parfois comme un dictionnaire. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que dans cette grammaire, il envisage la langue égyptienne comme un tout. C'est-à-dire, depuis l'époque des pyramides jusqu'à l'époque gréco-romaine, pour lui, c'est la langue égyptienne. Et donc, vous voyez sur cet exemple-ci, vous avez ici une ligne en hiéroglyphe. Vous avez même parfois du hiératique avec la transcription. Donc le hiératique, c'est l'écriture cursive, hein, si vous voulez, pour faire bref. Vous avez ici la correspondance avec des bouts hiéroglyphes, et puis vous avez systématiquement ici la traduction ou la transcription en copte, parce que ça, ce n'est dans aucun manuscrit. C'est Champollion qui a passé son temps à mettre les équivalents en copte, et puis alors après, vous avez la traduction. Bon, je ne vais pas passer ici sur les erreurs qu'il peut y avoir, ça n'a pas d'importance. Ce que je veux montrer ici, c'est que pour Champollion, la langue égyptienne est considérée en bloc comme un tout. Les progrès gigantesques qui ont été faits depuis lors ont été de reconnaître que cette langue, qui est attestée quand même sur 4000 ans, hein, donc si on prend les premiers témoins, on est en 2700 avant notre ère, les premiers témoins écrits, c'est plus tôt, mais c'est des mots isolés, donc d'un point de vue de la connaissance grammaticale, on ne sait rien faire avec ça, mais il faut attendre 2700 à peu près pour avoir les premières phrases avec un prédicat, etc. Bon. Et puis le copte, qui est une langue morte maintenant, à peu près comme le latin maintenant, langue liturgique, probablement été utilisée jusqu'au 12e ou 13e siècle de notre ère. Donc 27 avant, 12 après. En gros, 4000 ans d'histoire. Vous pensez bien qu'une langue ne se maintient pas telle qu'elle sur 4000 ans. Donc on distingue maintenant un certain nombre de phases. Il y a 6 phases qui sont distinguées. Et ça donne donc, ben voilà, on a maintenant fait ce travail de distinguer des grandes périodes à l'intérieur de l'histoire de l'égyptien, de l'ancien égyptien et du moyen égyptien. Et là, on peut tirer une ligne
d'un point de vue typologique, parce que ces deux états vont ensemble, typologiquement, ils fonctionnent à peu près de la même manière. Et puis alors, on a alors les états plus tardifs alors de la langue, c'est le deuxième groupe, égyptien de la deuxième phase, avec le néo-égyptien, le démotique et le copte. Et puis, on va plus loin maintenant. Donc, on a des grammaires qui sont spécialisées, grammaire des textes médicaux, grammaire des lettres, de la correspondance, etc. Et puis, on a maintenant aussi, donc, dans la connaissance de la langue, quelques notices qui avaient été faites dans le lexicon des égyptologies. Donc, c'est notre espèce de Polyvisova, si vous voulez, pour l'égyptologie. Sauf que les égyptologues sont parvenus à éditer ça en 30 ans, ce qui est quand même mieux que le Polyvisova pour l'Artotumwissenschaft, où ça a pris à peu près 100 ans. Ça prend moins de place sur les étagères aussi. Et puis alors, il y a eu l'encyclopédie du copte en 8 volumes, et le dernier volume est uniquement consacré à la langue et à la grammaire. Et puis maintenant, mais c'est une parution qui est uniquement en ligne, pilotée par UCLA, l'encyclopédie de l'égyptologie, où il y a des articles très fournis sur des aspects de la langue et de la linguistique de l'Égypte ancienne. Et enfin, mon dernier mot, c'est sur la lexicologie et les bases de données. Donc là, on a à nouveau, je vous remets une page du dictionnaire de Champollion. Donc vous voyez, c'est quand même très élémentaire. Vous avez ici un signe, voilà, caractère figuratif représentant un éléphant, exprimant l'idée d'éléphant. Et vous avez le copte, évidemment. À chaque fois que c'est possible, il vous met le copte. Traduction éléphant. Et puis alors après, vous avez une référence. Bon. Depuis, on a un peu travaillé, et à nouveau l'école de Berlin dont je vous parlais tout à l'heure a fait ce qui reste encore le dictionnaire de référence aujourd'hui, le Wörterbuch der ägyptischen Sprache, 5 volumes pour ce qui est du dictionnaire à proprement parler, doublé de 5 autres volumes pour les Belegstellen, c'est-à-dire les passages qui permettent d'attester ce qui est dit dans le dictionnaire, plus 2 autres volumes, et je ne vais pas entrer dans les détails. Bon, ça, les derniers volumes ont paru en 61, mais le dictionnaire lui-même, c'est l'état de la science de 1931, c'est-à-dire pratiquement 100 ans. Depuis lors, qu'est-ce qui s'est passé? Nos connaissances grammaticales et lexicologiques, heureusement, se sont améliorées. Mais surtout, on a découvert beaucoup de textes depuis. Donc, il y a un corpus qui a augmenté. Et puis, dans le corpus qu'on connaissait déjà, l'intelligence des textes a progressé aussi. Bon. Donc, 31, fin du dictionnaire, et puis plus rien. Jusque début des années 90, où là, suite à la réunification, parce que ça a à voir avec la réunification, parce qu'il faut savoir que le dictionnaire, les fiches du dictionnaire étaient à l'Académie unter den Linden, c'est-à-dire à Berlin-Est, et c'est quand on a eu la réunification que des collègues, non pas de la Humboldt, mais de la Freie Universität, se sont demandé si on ne pouvait peut-être pas relancer un projet sur le Wörterbuch. Et alors là, il y a eu, moi j'étais un peu associé aux discussions à ce moment-là, la question s'est posée, est-ce qu'on refait ou non un dictionnaire? Et beaucoup de gens pensaient, oui, il faut faire un dictionnaire. Pour déjà une simple bonne raison, c'est que après la parution de la première édition, en Allemagne de l'Est, on avait continué à dépouiller des textes. On avait continué à faire des fiches. 2 millions de fiches. Pas rien quand même. Et puis alors, la majorité de ceux qui étaient là, enfin de ceux qui avaient quelque chose à dire, c'est-à-dire les Allemands, ont dit, ben non, tout compte fait, c'est pas de ça dont on a besoin. On n'est pas mûr pour faire un dictionnaire. En revanche, on devrait faire un thésaurus de texte. Et c'est comme ça qu'est né ce projet de Altägyptisches Wörterbuch qui s'est incarné dans le Thesaurus Linguae Aegyptiae, qui est en fait une base de données avec des textes qui sont encodés et où les mots sont lemmatisés, mais c'est tout. Donc tous les mots sont lemmatisés. Donc vous cliquez sur un mot, ça vous renvoie non pas un dictionnaire, mais une toute petite fiche. Donc c'est pas un dictionnaire, vous avez juste les 2 sens de base et puis c'est tout. Et vous pouvez faire l'inverse, vous pouvez chercher un mot et puis avoir tous les textes qui sont associés à ce mot. Donc c'est pratique, mais c'est pas un dictionnaire. Et on en est toujours là,
Ça, c'est l'ancien dictionnaire, hein, à nouveau fait à la main. Et vous aurez reconnu la main de Eriksen, qui a aussi été associé à ça. Donc voilà, c'est, si vous voulez, assez basique. Hein. Donc vous avez la translittération, vous avez une graphie standard qui parfois n'est pas testée nulle part, ça n'a pas d'importance, un certain nombre de variantes graphiques, et puis alors une organisation des sens comme on peut le trouver dans un dictionnaire habituel. Voilà deux saisies d'écran du Thesaurus Linguae Elliptiae. Donc vous avez des listes de mots, tout ça est cliquable, et ça vous renvoie. Ici, par exemple, le mot guérec, hein, fondé, ça vous renvoie alors à une série de textes qui sont traduits, mais comme vous voyez, les hiéroglyphes ne sont pas encodés, et comme vous voyez, il n'y a pas d'analyse grammaticale. Donc les métadonnées qui sont derrière sont très très peu nombreuses, mais enfin, ça vous donne quand même une masse documentaire intéressante, et depuis peu, puisque ça a été mis en ligne il y a 15 jours ou 3 semaines, je ne sais plus, il y a une nouvelle version maintenant du Thesaurus et qui, lui, d'abord c'est un peu plus agréable à consulter parce que l'autre on se cassait les yeux, mais cette fois-ci les hiéroglyphes ont été encodés. Mais voilà, donc c'est un outil intéressant qui évidemment témoigne de notre temps, hein, c'est normal d'avoir des bases de données, mais qui reste quand même, vu l'investissement qui a été consenti, qui reste un peu limité. Donc voilà un exemple donc, de cette nouvelle version du Thesaurus. Et donc vous voyez que maintenant le contexte est là, mais c'est pas très bon parce que vous voyez que les signes se suivent comme ça les uns derrière les autres, mais ça ne reproduit pas du tout la manière dont les signes sont dans le document. À chaque fois, ils sont isolés. Il y a gros à parier que le signe qui est ici, le N, est en réalité en dessous. Mais comme ce sont deux mots différents, ils sont séparés dans l'encodage. Alors, je reviens avec ma petite base de données Ramsès, qui, elle, a une ambition plus limitée parce que ce n'est pas tous les textes égyptiens, c'est uniquement les textes du Nouvel Empire, mais on a quand même plus de 6000 textes maintenant qui sont encodés là-dedans. Et là, les hiéroglyphes sont systématiquement encodés et surtout, il y a une analyse grammaticale derrière. Donc, tous les verbes sont analysés morphologiquement de manière extrêmement précise et nous avons surtout un moteur de recherche qui nous permet de faire à peu près n'importe quoi en type de recherche. Il n'y a vraiment aucune limite. Donc, on peut chercher des co-occurrences de mots en mettant tous les filtres possibles et imaginables. Donc, ça, c'est vraiment un outil extraordinaire. Et puis, je vais en terminer par là, pour vous montrer ce qu'on fait maintenant en lexicologie. Et je crois que c'est véritablement vers ça qu'on doit aller, c'est ne plus considérer les mots comme vous les avez dans un dictionnaire ou dans un lexique, c'est-à-dire des listes, mais de voir comment les mots s'inscrivent dans un réseau de mots. Donc, je vais simplement vous prendre un exemple en français. Vous savez ce qu'on appelle des antonymes et des synonymes. Hein, bon. Si vous prenez par exemple blanc, et que je vous demande quel est l'antonyme de blanc, vous allez me dire noir. Ben oui, dans certains cas. Parce que si vous prenez, par exemple, le vin, l'antonyme de blanc, c'est rouge. Rosé, peut-être. Il faut considérer que le rosé, c'est du vin. Bon, ça, c'est un autre débat. Maintenant, rouge est donc un antonyme de blanc. Mais dans le code de la route, rouge est un antonyme de vert. Et de orange pour les systèmes où il y a de l'orange. Donc vous voyez que c'est un peu plus compliqué que ce qu'on croit, mais c'est ça qui est intéressant. En fait, un mot ne signifie rien par lui-même, il ne signifie que par les limitations que les autres mots du même domaine sémantique lui mettent. C'est pour ça que la traduction est toujours un peu un piège. Vous voyez, vous pouvez très bien avoir dans une langue donnée, je ne sais pas moi, sofa, canapé, tabouret, bergère, je ne sais pas quoi. Bon, et puis vous devez traduire ça dans une autre langue. Il n'y a pas nécessairement le même nombre de mots et les champs sémantiques ne sont pas nécessairement les mêmes. Donc là, vous avez deux réalisations lexicales d'un côté, peut-être vous en avez trois de l'autre, ou un, ou zéro, si le concept n'existe pas. Donc ce qui est intéressant, c'est ça, c'est de faire ce qu'on appelle des cartes sémantiques qui permettent de voir comment, et ce qui est fait ici, c'est la raison d'être
des lignes ici avec les lignes en continu, en pointillé, etc. Ça vous montre comment, dans un domaine donné, donc ici c'est les relations spatiales, des langues différentes expriment les mêmes concepts. Et donc vous voyez ici, ça c'est l'égyptien, le mot ta, qui signifie la terre, mais qui peut aussi servir pour d'autres réalisations. Et vous voyez le champ sémantique de ta, qui n'est pas le même que pour l'égyptien un autre mot qui signifie à proprement parler le sol, ici. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et si vous comparez ça avec d'autres langues, ben vous allez avoir des contours qui vont être un peu différents. Donc c'est ça, c'est cette approche dynamique du lexique qui est vraiment, je crois, une des tâches prioritaires de l'égyptologie aujourd'hui. En conclusion, déjà peu annoncé, donc là je me suis plus focalisé sur la langue, on est passé, si vous voulez, d'une idée où l'égyptien n'était pas vraiment une langue, ça c'est ce qu'on pensait à la Renaissance, où on pensait que les hiéroglyphes étaient une suite de symboles et que ça ne servait pas à noter une langue, mais qu'il fallait simplement être capable de comprendre les symboles, et puis alors après chacun dans sa langue pouvait entre guillemets, traduire. Donc c'est ce qui nous a empoisonnés pendant 200 ans, avec les néo-hiéroglyphes notamment. Et puis alors on est passé dans un deuxième stade à considérer que l'égyptien était une langue exceptionnelle qui n'était comparable à aucune autre. Et donc puisque c'était comme ça, on pouvait même lui inventer des règles de fonctionnement un peu particulières. Et finalement, même si la conclusion était un peu banale, alors non, finalement c'est une langue comme les autres, une langue pas si différente des autres, qui fonctionne quand on la rapporte à ce qu'on connaît dans la typologie internationale. Il y a des comparaisons, il n'y a rien d'extraordinaire. Et c'est la même chose pour la littérature. Et comme le disait un de mes collègues de Liverpool, après tout, les Égyptiens ont bien le droit d'avoir une littérature comme les autres. Voilà. Et avec ça, je vous remercie.